Après plus de 6 semaines de procès, des dizaines de témoins entendus et des centaines de bouteilles d'huile pour bébé présentées comme preuve, le procès fédéral pour trafic de rapports intimes et complot de racket touche à sa fin. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. Après les plaidoiries finales, âprement disputées entre l'accusation et la défense, le jury devait commencer à délibérer d'ici la fin de la semaine, ou lundi. L'accusé, âgé de 55 ans, risque la prison à vie. 3 femmes occupaient une place centrale dans l'image publique de l'accusé, du moins jusqu'à la fin du procès. Elles étaient assises au premier rang de la salle d'audience, observant attentivement le box des témoins à travers des jumelles, réalisant à la hâte des croquis destinés à être diffusés à la presse du monde entier. Autrefois figure emblématique d'Hollywood, l'accusé n'avait plus été vu en public depuis son arrestation en septembre dernier. En son absence, l'attention médiatique s'est reportée sur sa mère, Janice Combs, et ses 6 enfants adultes, Quincy Brown, Christian King Combs, Justin Dior Combs, Chance Combs, et les jumelles Jessie et Delilah Combs. Le jeudi 26 juin 2025, le Lower Manhattan s'est réveillé sous un ciel nuageux, un soulagement après plusieurs jours de chaleur intense dans la région Mid-Atlantique. Les plaidoiries finales devaient commencer vers 10 heures du matin. Avant cela, le tribunal s'était brièvement réuni pour régler des détails administratifs. Le gouvernement devait consacrer environ 4 heures à son exposé final, afin d'expliquer pourquoi le jury devait le condamner pour racket, trafic de rapports intimes et transport à des fins de prostitution. La défense devait présenter son plaidoyer le vendredi matin, également sur plusieurs heures, avant que le gouvernement ne réponde une dernière fois. Le juge Arun Subramanian donnerait ensuite ses instructions au jury sur la manière d'évaluer les accusations. La journée de jeudi devait donc être courte, tandis que celle de vendredi s'annonçait plus longue. Lors de la conférence de mise en accusation, mercredi après-midi, l'accusé paraissait détendu, malgré la complexité de l'audience. En l'absence du jury, il avait retiré ses chaussures et remuait ses pieds en chaussettes sous la table de la défense, lisant une pile de documents sur ses genoux. Ces conférences, souvent longues, permettent aux avocats de débattre des instructions que le juge donnera aux jurés. Bien qu'elles puissent sembler techniques, les décisions prises à ce moment-là influencent fortement le verdict final. Le jeudi matin, les procureurs ont commencé leur plaidoirie finale. L'accusé, vêtu d'un pull bleu clair et d'une chemise blanche à col, était assis à la table de la défense. Peu avant l'entrée du jury, il avait fouillé dans sa mallette avant de se verser un verre d'eau. S'il avait semblé à l'aise pendant la majeure partie du procès, ce jour-là, son langage corporel révélait une nervosité inhabituelle. À l'arrivée du jury, il se frottait les paumes des mains et se balançait d'un pied sur l'autre. Il n'accepte pas un refus, a déclaré la procureure adjointe américaine Christy Slavic en ouvrant la plaidoirie finale du gouvernement. Elle citait un témoignage clé, celui de l'ancien assistant de l'accusé, Brendan Paul, qui avait pris la parole plus tôt durant le procès. Slavic a présenté l'accusé comme le chef d'une entreprise criminelle, forçant et menaçant ses compagnes pour qu'elles aient des rapports intimes avec des escortes, pour son propre divertissement. Elle a affirmé, l'accusé a utilisé le pouvoir, la violence et la peur pour obtenir ce qu'il voulait. Elle a ensuite abordé le chef d'accusation de complot de racket, expliquant que bien qu'on l'associe généralement à la mafia ou au crime organisé, ce terme s'appliquait parfaitement ici. Elle a déclaré: la loi reconnaît que lorsqu'une personne commet un crime en groupe, elle est plus puissante et plus dangereuse. C'est ce qui s'est passé ici. L'accusé est un homme très puissant, mais il est devenu encore plus puissant et plus dangereux grâce au soutien de son entourage et de ses entreprises. L'entreprise, a insisté Slavic. Pendant qu'elle parlait, des photos, des citations, des vêtements et autres éléments de preuve étaient présentés au jury dans ce qui ressemblait à une présentation PowerPoint d'une importance extrême où la liberté de l'accusé était en jeu. Elle a également insisté sur le rôle des nombreux jeunes assistants enthousiastes employés par l'accusé. Selon elle, il n'était pas nécessaire qu'il soit au courant de tous les crimes pour être considéré comme faisant partie de l'entreprise criminelle. Elle a précisé: les soldats travaillant sous ses ordres, dont certains ont témoigné, n'étaient peut-être pas au courant de tous les crimes commis par l'accusé, mais ils ont joué un rôle important dans le projet criminel. Les jurés avaient le choix entre plusieurs crimes présumés pour pouvoir déclarer Sean Combs coupable de complot de racket, une accusation pouvant mener à la prison à vie. Parmi ces crimes figuraient l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption,
la distribution de substances, le trafic lié à des rapports intimes, le transport interétatique à des fins de prostitution, le travail forcé, la subornation de témoins et l'obstruction à la justice. Pendant près de 2 mois, les procureurs avaient présenté les preuves de ces crimes présumés. L'accusation d'incendie criminel était notamment liée à l'explosion de la Porsche de Kid Cudi, qui avait pris feu à la suite d'une dispute avec Combs. Lors de sa plaidoirie finale, la procureure Christy Slavic avait expliqué que, pour condamner l'accusé pour ce chef d'accusation, les jurés devaient reconnaître qu'il y avait eu un accord entre Combs et un autre membre de son entourage, stipulant que quelqu'un commettrait 2 actes individuels dans l'une de ces catégories. Slavic avait soutenu que les substances étaient un ingrédient essentiel de toute crise, accusant Combs et les membres de son entreprise criminelle présumés d'avoir utilisé des stupéfiants pour maintenir les femmes dociles et éveillées pendant des soirées de rapports intimes prolongées. Elle avait affirmé « Il leur a donné de la substance pendant des années, et vous savez qu'il ne s'est pas procuré cette substance tout seul. » Elle avait qualifié la distribution de substances comme l'un des crimes les plus simples, pouvant justifier une condamnation pour complot de racket. Une diapositive projetée pendant la séance montrait les substances utilisées lors des freak-off: cocaïne, méthamphétamine, kétamine, oxycodone, Tusi, Xanax, MDMA et GHB. Slavic avait affirmé que les jurés savaient comment Combs se les procurait, par le biais d'assistants et d'agents de sécurité. Elle avait aussi précisé que même les surnoms de ses fournisseurs étaient reconnus: Guido, One Stop et Baby Girl. Le gouvernement avait estimé que Combs et son entourage avaient participé à des centaines d'actes de distribution de substances, ce qui suffisait à établir un complot de racket. Slavic avait précisé que chaque fois que Combs donnait de la substance à ses victimes présumées de trafic à des fins de rapports intimes, comme Cassie Ventura ou Jane, ou à ses collaborateurs, ou chaque fois qu'il lui en procurait, cela constituait un acte d'association criminelle. S'il l'a fait ne serait-ce que 2 fois, cela correspond aux critères d'une association de malfaiteurs, avait-elle déclaré. Capricorn Clark, ancien assistant de Combs, avait été enlevé à 2 reprises, lors d'incidents espacés de 7 ans, que Slavic avait décrits comme relevant d'un comportement mafieux. En 2004, pendant 1 semaine entière, Clark avait été quotidiennement emmené dans une pièce, soumise à un test polygraphique, et menacé pendant que Combs et son entourage cherchaient à savoir qui avait volé ses bijoux. On lui avait dit qu'elle serait jetée dans l'East River si elle échouait au test, et Slavic avait ajouté que Clark croyait qu'elle serait tuée si elle refusait de se soumettre à ces tests. En 2011, à Los Angeles, Combs, en colère, aurait forcé Clark à l'accompagner chez Scott Kid Cudi, Mescudi, après avoir appris que le rappeur fréquentait sa petite amie. Clark, dans un témoignage émotionnel et instable plus tôt dans le procès, avait déclaré qu'elle pensait que Combs prévoyait de tuer Mescudi, et qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de l'accompagner. Slavic avait affirmé qu'il ne faisait aucun doute que quelqu'un avait tenté de faire exploser la Porsche de Kid Cudi début 2012. Elle avait précisé que les dégâts sur la voiture étaient évidents, tout comme les composants d'un cocktail Molotov retrouvés sur les lieux. Elle avait conclu que les preuves et la logique de base devaient mener les jurés à conclure à la culpabilité de Combs. Elle avait ajouté « Pour commencer, il a littéralement dit qu'il allait faire exploser la voiture de Kid Cudi », citant le témoignage de Cassie Ventura et d'autres éléments. Après avoir découvert la relation entre Ventura et Cudi, Combs aurait écrit à sa mère qu'il voulait leur faire du mal et que ce ne serait pas de sa faute. C'est une sacrée coïncidence, et les coïncidences ne cessent de se multiplier, avait-elle poursuivi. Notant que Combs aurait vu la voiture lors d'un cambriolage du domicile de Mescudi 2 semaines avant l'incendie. Elle avait aussi rappelé que Mescudi avait témoigné que, des années plus tard, Combs lui avait présenté des excuses pour une infraction non précisée. Slavic avait résumé la situation en disant « C'est toute une série de coïncidences ». Elle avait aussi affirmé que Combs avait commis un acte de corruption en versant $100 000, avec l'aide de ses adjoints, à un agent de sécurité d'un hôtel pour qu'il fasse disparaître une vidéo le montrant en train d'agresser Cassie Ventura en 2016. Elle avait rejeté l'argument de la défense selon lequel il s'agissait d'un effort de contrôle médiatique. Bien sûr, l'accusé ne voulait pas que le public voie cette vidéo, avait-elle déclaré. Mais il comprenait parfaitement ce qui y était montré, et il savait qu'une intervention de la police le ruinerait. Une version de la vidéo, diffusée par CNN l'année précédente, montrait Combs frapper encore, et traîner Ventura, alors qu'elle tentait de quitter l'hôtel Intercontinental.
Ventura avait témoigné qu'elle essayait de fuir une crise. Enfin, Slavic avait expliqué que le jury pouvait condamner Combs pour trafic à des fins de rapport intime s'il estimait qu'il avait forcé l'un de ses accusateurs, même une seule fois. Elle avait précisé « Vous n'êtes pas obligé de conclure que toutes les aventures, ni même la majorité, qu'il a eues avec Cassie Ventura ou Jane étaient le fruit de la force ou de la coercition. » Elle faisait référence aux deux femmes qui participaient souvent aux aventures de Combs avec des escortes masculins. Ventura avait témoigné que ces aventures étaient trop nombreuses pour être comptées. Mais Slavic avait insisté. S'il y a eu une seule fois, une seule crise, où l'accusé savait ou a ignoré imprudemment que Ventura ou Jane participaient à cause de ses mensonges, de ses menaces ou de sa violence, alors c'est bien celle-là. Il est coupable. Sean Combs semblait mal à l'aise pendant les plaidoiries finales de l'accusation. Assis à environ 60 cm derrière ses avocats, les mains jointes sur les genoux, il regardait droit devant lui ou vers le bas, évitant le regard du jury. Il avait un bloc-notes post-it sur les genoux, et de temps à autre, il tendait des notes à ses avocats. Le gouvernement abordait alors le 4e chef d'accusation contre lui. Le trafic de Jane, une ex-petite amie avec laquelle il était sorti entre 2021 et 2024. Jane témoignait sous pseudonyme, protégée par le tribunal pour préserver sa vie privée. La procureure adjointe américaine Christy Slavic avait expliqué qu'elle décomposerait cette relation en 4 phases. D'abord une période de bombardement amoureux, où Combs couvrait Jane d'attention, de cadeaux et de voyages, puis une phase où il l'avait initiée à des rapports intimes avec d'autres hommes lors de ses soirées, que Jane appelait les nuits d'hôtel. Ensuite, l'utilisation de la maison qu'il lui avait louée comme moyen de pression pour la faire participer à ses soirées. Enfin, une dernière phase déclenchée par la plainte pour abus déposée en 2023 par une autre ex-compagne, Cassie Ventura. Christy Slavic déclara que les désirs de Jane n'avaient jamais été pris en compte lors de ses rapports avec Sean Combs, malgré ses tentatives d'y exercer un certain contrôle. Elle rappela les propos de Jane à la barre lorsqu'elle expliquait pourquoi elle prenait les médicaments donnés par Combs lors de ses crises. « Je ne voulais pas que cela paraisse trop réel. Cela a simplement simplifié les choses. » Même si Jane avait fini par avoir son mot à dire sur les hommes avec lesquels elle pouvait avoir des rapports pendant ses fêtes, Combs contrôlait toujours ses communications. Slavic déclara qu'il l'obligeait à se déshabiller pour les appels FaceTime, à envoyer des SMS explicites et qu'il refusait qu'elle utilise des préservatifs. « Vous l'avez entendu dans l'enregistrement, il n'y a pas de préservatif ici », cita Slavic en reprenant les propos de Combs dans une vidéo. Elle ajouta « Ces scènes ne concernaient pas les désirs de Jane. Elles visaient à créer le fantasme souhaité par l'accusé. » Lorsque Jane avait exprimé clairement son refus de recommencer, Combs lui avait proposé un séjour à New York pour se changer les idées, allant jusqu'à lui demander son passeport pour un possible voyage à l'étranger. En réalité, expliqua Slavic, il contactait en parallèle des escorts masculins pour organiser une nouvelle soirée pour Jane. Slavic dit au jury qu'il leur suffisait de déterminer si l'un de ces épisodes, les fameuses « nuits d'hôtel », correspondait aux éléments du trafic sexuel. Elle ajouta « Vous savez qu'il a menti à cause de ses communications. Rien que sur cette base, vous savez qu'il est coupable du 4e chef d'accusation. » L'accusation soutint que les abus avaient de continuer même après que Combs eut appris qu'il était sous enquête fédérale. Christy Slavic raconta un épisode brutal, décrit en détail par Jane à la barre. Lors d'une dispute durant l'été précédent, Combs l'avait battue et étranglée. Elle avait dû fuir pieds nus, sans téléphone. À son retour, couverte d'échymose, Combs l'aurait contrainte à avoir un rapport intime avec une escorte. Il lui aurait dit « Tu ne vas pas gâcher ma soirée », avant de lui ordonner de s'habiller. Slavic déclara que Combs savait qu'il commettait à nouveau l'infraction pour laquelle il était déjà sous enquête et qu'il avait l'intention de poursuivre le trafic de Jane. Après une pause déjeuner, l'accusation poursuivit ses plaidoiries finales. Dans la salle d'audience, les 3 filles adultes de Combs avaient été vues ce jeudi, chose rare ces dernières semaines, contrairement à sa mère et ses fils, eux aussi présents ce jour-là. Bien que peu connue avant ce procès, Christy Slavic eut la tâche essentielle de résumer 6 semaines de preuves pour convaincre le jury. Après une brève interruption technique, marquée par un signal sonore typique d'une erreur Windows Media Player, elle reprit son exposé, poursuivant l'examen de la relation entre Sean Combs et Jane, que le gouvernement accusait d'avoir été exploitée. La plaidoirie passa ensuite à une autre relation, celle, houleuse, entre Cassie Ventura et Combs. Pendant toute la décennie où ils ont été ensemble,
L'accusée a régulièrement menacé et battu Ventura, déclara Slavic. Elle admit que certaines vidéos montraient Jane semblant s'amuser durant les freak-offs, mais elle précisa « Ce que ces vidéos montrent en réalité, c'est qu'elle était super défoncée ». La défense avait présenté ces images pour faire croire que Jane avait consenti et apprécié ses rapports avec des escortes. Les vidéos n'avaient toutefois pas été diffusées au public ou à la presse, par décision du juge Arun Subramanian. Un avocat des médias avait demandé un accès pour en évaluer les éléments, mais sa requête avait été rejetée. Alors que la procureure Christy Slavic demandait au juré d'examiner toute la relation entre Sean Combs et Jane, l'avocate de la défense Nicole Westmoreland affichait un air sceptique. Elle fronçait les sourcils et esquissait un sourire narquois. Slavic expliquait ce qu'était la coercition dans le cadre du trafic sexuel. Obtenir l'accord d'une personne pour un acte intime commercial par crainte des conséquences en cas de désaccord. Elle donnait pour exemple les menaces de Combs concernant le loyer de Jane, qu'il payait, ainsi que ses menaces d'envoyer les vidéos intimes de Jane au père de son enfant. Pendant ce temps, Westmoreland regardait Slavic et les jurés, les sourcils froncés, l'air légèrement perplexe. Ce type de comportement visuel est en général déconseillé dans une salle d'audience, surtout si le tribunal s'en rend compte. Le nuage d'abus planait au-dessus de la tête de Cassie, toujours en suspens, avait déclaré Christy Slavic en décrivant comment Combs aurait contrôlé tous les aspects de la vie de Cassie Ventura. Il aurait eu le dernier mot sur la manière dont elle apparaissait dans ses clips, dans ses séances photos et sur les projets qu'elle entreprenait. Il aurait également exigé $20 000 de la part de sa famille et menacé de publier ses vidéos intimes après avoir découvert qu'elle fréquentait un autre homme. Sa mère avait témoigné, affirmant avoir contracté un prêt immobilier et transféré l'argent à Combs. Ce même mois, soulignait Slavic, Combs avait déposé $3,4 millions sur son compte bancaire et en avait dépensé presque autant. Ce n'était pas une question de $20 000, disait-elle. C'était une question de contrôle. Elle montrait ensuite au juré un message texte envoyé par Combs à Ventura en 2018, que Slavic interprétait ainsi. C'était sa façon de dire « Je sais que je t'ai violé ». Dans ce message, Combs écrivait « J'ai bien vu que je ne t'avais pas excité hier. Je suis tombé, mais je vais me reprendre ». Ce SMS avait été envoyé après qu'il l'aurait agressée, alors qu'elle essayait de le quitter. Slavic avait affiché ce message durant sa plaidoirie de jeudi, rappelant qu'il avait déjà été montré au jury plus tôt pendant le procès. Elle ajoutait « Il minimise l'importance des faits, mais il sait que ce qu'il a fait était mal », tentant d'inscrire cette agression présumée dans un schéma d'abus et de coercition vieux de plusieurs décennies. Nous ne vous demandons pas de conclure que chaque cas, chaque incident, était un cas de trafic rapports intimes, avait-elle dit, reprenant un point déjà soulevé au début de son intervention. Elle avait alors présenté une diapositive avec 3 exemples précis de trafic présumé. Le premier était une altercation en mars 2016 à l'hôtel Intercontinental, durant laquelle Combs avait été filmé en train d'agresser Cassie Ventura alors qu'elle tentait de quitter la chambre. Slavic affirmait que les comportements de Combs étaient aussi réguliers que les abus qu'il infligeait à Cassie. Elle disait que les relations intimes qu'il entretenait avec ses escorts et ses petites amies suivaient un manuel établi. Elle reconnaissait que Ventura avait peut-être consenti à la première scène, mais pas aux nombreuses suivantes. Elle évoquait le témoignage de Ventura selon lequel Combs l'avait forcé à avoir des rapports intimes avec d'autres hommes alors qu'elle souffrait d'infection, et qu'il avait même ordonné à certains d'uriner sur elle contre son gré. C'était excitant pour lui, affirmait Slavic, humiliant pour elle. Un autre exemple de trafic rapport intime, selon l'accusation, avait eu lieu après que Combs avait agressé Ventura et lui avait demandé d'exécuter un freak-off. Daniel Philippe, un artiste engagé pour l'événement, avait témoigné avoir vu Combs jeter une bouteille sur la tête de Ventura et la tirer par les cheveux dans une chambre où il avait ensuite entendu des claquements. Philippe avait déclaré que Combs avait alors ordonné à Ventura de reprendre la scène, mais que celle-ci avait été interrompue car Philippe n'était pas excité. Slavic avait alors commenté « Peu importe que la dispute ait été interrompue, il exigeait que Cassie ait des rapports intimes avec une escorte rémunérée. C'est du trafic rapports intimes. » Elle avait cité un autre exemple, la nuit où Combs avait obligé Ventura à quitter sa fête d'anniversaire pour faire une crise, alors qu'elle souhaitait rester avec ses amis. Le fait est que si l'accusé voulait une bagarre, cela allait arriver, avait dit Slavic,
répétant un point essentiel de sa plaidoirie finale. Il n'acceptait pas un non comme réponse. Elle avait aussi décrit une autre scène. Combs aurait contraint Ventura à une crise en lui montrant des vidéos intimes d'elle-même sur un vol depuis la France, menaçant ensuite de les divulguer à sa famille. Ventura avait déjà témoigné sur cet incident, partiellement corroboré par un autre témoin. Combs et elle avaient quitté la France en mauvais termes, après qu'il l'eût accusé de lui avoir volé une substance, puis expulsé de son bateau sans chaussures ni passeport. Durant le vol de retour, Combs avait téléchargé les vidéos sur son ordinateur portable et l'avait forcé à les regarder. Il avait menacé d'envoyer les vidéos sur le lieu de travail de ses parents afin de les faire licencier. Le soir même, à New York, une nouvelle crise avait éclaté entre eux. Christy Slavic avait demandé aux jurés d'imaginer ce que vivait Ventura, être amoureuse d'un homme qui vous agressait pour avoir passé trop de temps aux toilettes. Imaginez la terreur de ne jamais savoir quand le prochain coup pourrait arriver, avait-elle déclaré. Imaginez maintenant essayer de dire non à cette personne. Elle avait cité un expert en psychologie légale pour soutenir que Combs avait instauré un climat de peur constant, impossible à réduire à un moment précis. Votre cerveau n'oublie pas, avait dit Slavic, avant de rappeler ce qu'avait déclaré Ventura pour expliquer pourquoi elle participait au freak-off. Je ne savais pas vraiment ce que serait un non ou ce qu'un non deviendrait. Cassie craignait constamment d'être touchée, avait conclu Slavic. C'était de la force. La procureure Christy Slavic a présenté aux jurés les 2 chefs d'accusation de transport interétatique à des fins de prostitution figurant dans l'acte d'accusation fédéral, un pour chaque victime présumée, Cassie Ventura et Jane. Le gouvernement disposait d'un ensemble de documents pour appuyer ces accusations, notamment des relevés bancaires montrant que l'accusé ou ses associés avaient acheté des billets d'avion pour des escorts masculins présumés, des relevés de compagnies aériennes, des réservations d'hôtels, des dépôts bancaires, ainsi que des communications avec les hommes ou les agences d'escorte elles-mêmes. Peu importait, selon Slavic, que les hommes aient consenti aux rapports intimes, ou même que Ventura et Jane y aient parfois consenti. Cela reste un crime. Les procureurs ont annoncé que leur plaidoirie finale durerait 1 heure supplémentaire. Le tribunal a ensuite marqué une pause. À la reprise, la procureure Christy Slavic s'est penchée sur l'accusation de travail forcé, un autre crime appuyant l'accusation de complot de racket. Selon le gouvernement, l'accusé et son entourage auraient constitué une entreprise criminelle. Cassie Ventura et Jane y étaient considérées comme des victimes de travail forcé, ayant été contraintes de participer à des soirées de plusieurs jours avec des escortes masculins, les fameux freak-offs, au cœur du procès. Les procureurs ont affirmé que les 2 femmes avaient été forcées de se produire lors de séances privées de sommeil, même lorsqu'elles souffraient d'infections urinaires fréquentes ou qu'elles n'en avaient tout simplement pas envie. C'était du travail, a affirmé Slavic. Outre Ventura et Jane, le gouvernement a également considéré Mia, une ancienne assistante de l'accusé qui avait témoigné sous un pseudonyme approuvé par le tribunal, comme une autre victime de travail forcé. Slavic a souligné que Mia avait souffert de manque de sommeil pendant qu'elle travaillait pour lui. Son absence maximale a duré 5 jours, ce qui a entraîné une dépression nerveuse et physique. Mia avait aussi témoigné avoir été agressée à plusieurs reprises, déclarant que l'accusé était même monté dans son lit pour la violer. En citant son témoignage en fin de plaidoirie, Slavic a rappelé ces mots. « Je ne pouvais pas lui dire non pour un sandwich. Je ne pouvais lui dire non pour rien. » Une autre victime présumée de travail forcé fut Capricorn Clark. Slavic a rappelé qu'à l'époque où elle travaillait pour l'accusé, Clark avait été forcé de passer un test polygraphique pendant des heures parce qu'il la soupçonnait de lui avoir volé des bijoux. À une autre occasion, il aurait brandi une arme pour la forcer à l'accompagner lors d'un cambriolage au domicile de Kid Cudi. Slavic a déclaré que Clark recevait régulièrement des menaces de licenciement si elle ne répondait pas aux exigences de son employeur. Elle a également précisé que le fait que Clark soit revenu travailler pour lui à plusieurs reprises ne remettait pas en cause la nature forcée de ses précédents services. Les jurés se sont également vus rappeler les tentatives présumées de faire taire Jane, à mesure que la réputation de l'accusé s'effondrait face aux allégations d'agression. Lors d'un appel enregistré en 2023, diffusé durant les plaidoiries, on entendait Jane en larmes, et l'accusé déclarait « Je voulais juste vous dire que j'ai besoin de votre amitié ». Selon Slavic, il tentait de manipuler Jane, qui venait d'apprendre l'existence du procès pour abus intimes intenté par Cassie Ventura, dont les détails lui semblaient curieusement similaires à ses propres expériences.
Slavic a affirmé que l'accusé, avec l'aide de sa chef de cabinet Christina Koram, enregistrait des appels pour convaincre Jane d'adopter une version plus positive de leur relation. Elle a également évoqué les tentatives de Damian D-Rock Butler de contacter Mia, ex-employée ayant témoigné sous pseudonyme. Proche amie de Ventura, Mia avait non seulement assisté aux violences subies par celle-ci, mais avait aussi déclaré avoir été agressée par l'accusé. À la fin de 2023, Butler l'avait contactée pour la première fois en 2 ans, prétendant vouloir prendre de ses nouvelles. Mia avait témoigné. Il n'arrêtait pas de dire que Puff et Cass se disputeraient comme un couple normal. Mon radar s'est déclenché, car je me suis dit, ce n'est pas comme ça que D-Rock parle. Selon plusieurs témoins, Butler avait lui-même assisté à des agressions violentes contre Ventura. À la fin de l'appel, il avait conseillé à Mia de recontacter l'accusé. Sans qu'elle le sache, Butler l'avait tenu au courant de ses démarches, échangeant avec lui des copies des messages envoyés ou reçus de Mia. D-Rock et le défendeur travaillaient ensemble pour neutraliser la menace Mia, a déclaré Slavic. Toujours selon le gouvernement, l'accusé et ses associés avaient aussi tenté d'entraver la justice, en cherchant à contacter un ancien assistant peu après que Cassie Ventura avait déposé, et réglé en un jour, son procès pour trafic de rapports intimes. Christy Slavic a conclu sa plaidoirie en remerciant le jury pour son attention face à des preuves souvent dérangeantes. Des centaines de pièces à conviction leur ont été présentées, et beaucoup d'entre elles étaient difficiles à entendre ou à voir. Après près de 5 heures de réquisitoire, elle a laissé le jury avec ces mots. Il est temps de le tenir responsable. Il est temps que justice soit faite. Il est temps de déclarer l'accusé coupable. Tout au long de cette journée, les procureurs se sont aussi appuyés sur le témoignage de la psychologue judiciaire Dawn Hughes, une experte aveugle qui ne connaissait pas les détails précis de l'affaire. Elle a expliqué aux jurés les schémas de réaction des victimes d'abus physiques et de rapports intimes imposés, notamment le phénomène du bombardement d'amour, dans lequel un agresseur séduit sa victime par des gestes d'affection exagérés. Elle a aussi parlé de la mémoire fragmentée des victimes et des liens traumatiques qui peuvent se former entre victimes et agresseurs. Slavic a évoqué ce témoignage tout au long de son plaidoyer, afin d'expliquer pourquoi des victimes comme Ventura, Jane ou Mia n'avaient pas quitté l'accusé, même lorsqu'elles en avaient les moyens. L'audience a pris fin ce jour-là. La défense prévoyait de présenter sa plaidoirie finale le lendemain à 9 heures. À la fin de la journée, la salle d'audience était vide, à l'exception de l'accusé et de son équipe de défense, qui discutaient activement. Il parlait avec ses avocats Nicole Westmoreland, Alexandra Shapiro et Mark Anifilo. L'ambiance semblait détendue. À un moment donné, Shapiro a même éclaté de rire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.